Alors, s'il vous plaît, on va essayer de continuer, s'il vous plaît. Ce matin, on s'est parlé un petit peu sur la régulation industrielle. Voilà, on l'a qualifié aussi de chaîne de traitement d'information parce qu'il englobe, si vous voulez, toutes les parties de la génie électrique. On retrouve la partie automatique, on retrouve la partie traitement de signal, on retrouve aussi la partie automatique, la partie acquisition, la partie aussi traitement de signal. Alors aussi la partie process en fait, si vous voulez. Alors on va essayer maintenant, on a parlé ce matin un petit peu de la chaîne de traitement d'information, on va essayer de continuer maintenant. Alors cette chaîne de traitement d'information ou si vous voulez la régulation industrielle, alors elle englobe si vous voulez plusieurs parties. On retrouve déjà la boucle fermée dont on a parlé ce matin. Alors, on a le process à régler, en fait, si vous voulez, donc, en fait, notre régulateur, la boucle fermée. Alors, qu'est-ce qu'on va dire, en fait, par cette diapositive, si vous voulez? Alors, c'est quoi l'objectif de cette diapositive, si vous voulez? Ouais? Oui? Oui, l'aspect, oui, c'est ça. Donc c'est pas que c'est identifier plutôt. Identifier les parties qui concernent la partie électronique, la partie numérique, chaîne de traitement numérique, les autres aussi de traitement analogique. Alors il y a les deux parties en fait, les deux volets. On a notre système à régler, le process. En général, c'est en analogique en fait, c'est une fonction, c'est un système qui évolue d'une façon qui est continue en fait. C'est pour ça on l'a mis, mais en fait c'est plutôt continu en fait. Les perturbations aussi c'est des phénomènes physiques, c'est des grandeurs continues en fait. Alors par la suite, x de t c'est quoi? C'est un signal, mais c'est la grandeur à mesurer, c'est des observations, c'est l'état dont on a essayé de contrôler en fait, c'est les observations. On a essayé de contrôler le process, mais bien sûr, on va observer, c'est notre état de système. Généralement, du moment que sort du système, en fait, c'est un signal qui évolue d'une façon tout simplement, c'est continu en fait, c'est continu en fait. Alors, et on a parlé ce matin, ces bruits de mesure qui s'ajoutent en fait. Là, on l'a d'une façon qui est concrète en fait, c'est qu'il va s'ajouter sur le process en lui-même, et il va s'ajouter d'une façon donc au niveau de la mesure en fait. Du moment qu'on va mesurer, c'est un autre bruit qui va s'ajouter, c'est un bruit sur la mesure là. Alors et on a tout simplement notre y de t. Du moment qu'on l'a observé, il y avait l'état de système parce que le système il évolue en différents états, il passe par différents états. C'est pour ça on les a qualifiés de x de t. À la fin, du moment qu'on a mesuré la valeur, on a notre y de t, la sortie y de t, qu'on retrouve tout à l'heure. Et vient le premier bloc, c'est de la conversion analogique to numérique. C'est analogue to digital, en fait. C'est le premier bloc de la conversion analogique numérique, alors. L'analogique numérique, il est cadencé à une certaine fréquence. Et c'est pour ça qu'on a l'horloge. Donc, il est cadencé sur une fréquence d'horloge. Qui fait partie bien sûr du mode numérique. Alors à la sortie on parle plus de y de t, mais y à un instant précis suivant un certain horloge h de t. Donc en fait c'est un échantillon qu'on a prélevé, donc c'est y à h de t par rapport à un certain cadence ou une certaine phase. Du moment qu'on fait appel plutôt à l'horloge. Alors le signal devient aussitôt bien sûr numérique, et on a tout simplement, vous pouvez voir le signal, on peut regarder le signal, c'est des échantillons. Donc c'est dans le temps au niveau fréquence horloge, et on a des échantillons. Premier échantillon, deuxième échantillon, troisième. Donc on a prélevé
Donc c'est plus la fonction qui était tout simplement qui était continue au niveau du temps, c'est plus cette fonction qui évoluait avec le temps, mais par contre ça devient tout simplement, on a des échantillons, premier échantillon, deuxième, troisième vis-à-vis du signal. Donc on échantillonne le signal. Alors bon, c'est une première étape pour travailler de la conversion analogique numérique. On a la fonction qui est continue, on va prélever. L'idée, c'est de prélever des échantillons. Alors, qui dit prélever, mais suivant une certaine fréquence. C'est pour ça, donc, une certaine fréquence. Pourquoi la fréquence? Parce qu'il y a une obligation au niveau restitution. Parce que c'est pas normal qu'on avait une fonction qui était analogique et on a échantillonné. Ben, il faut faire attention du moment qu'on veut reconstituer le signal. Ben, du moment qu'on va reconstituer le signal, il faut faire attention pour ne pas avoir, bien sûr, tout simplement de perdre le signal, tout simplement. Et ben, l'idéal, c'est échantillonner, prendre des échantillons très fins, du moment qu'on peut, on peut le faire, mais c'est pas évident parce qu'il y a un convertisseur analogique numérique, il travaille avec une fréquence, et c'est pour ça. Il y en a des convertisseurs analogiques numériques qui coûtent très cher. Il y en a quelques-uns qui coûtent rien du tout. Et au niveau de la conversion analogique numérique, il y a la résolution. Il y en a qui travaillent avec 8 bits, il y en a qui travaillent avec 16 bits, il y en a qui fait... Eh ben c'est la même chose au niveau de votre carte 100. Il y en a je sais pas, qui a 1000 dirhams, il y en a qui a 5000 dirhams, il y en a 10 000 dirhams. La même chose au niveau micro. Il y a un micro du son qui vaut peut-être 1000 dirhams, il y en a qui vaut 100 000 dirhams. Mais c'est comme ça, c'est grâce à les conversions analogiques numériques. Du moment que c'est très fin, qu'on a une très grande résolution, qu'on peut avoir une fidélité, qu'on peut reconstituer le signal comme il faut. Alors, l'échantillonnage, c'est une première étape. Il y en a d'autres, vous allez le revoir. En fait, on va le revoir aussi dans la partie au niveau automatique discret. Mais on va revoir tous ces éléments-là. Alors, du moment que l'information est numérique, je peux tout simplement, via l'algorithme, via le correcteur, si vous voulez, donc c'est mon régulateur, c'est un algorithme. Alors, c'est un algorithme parce que c'est informatisé, mais en fait, c'est notre algorithme de commande. Hein. C'est notre algorithme de commande. On peut utiliser le premier algorithme, la première méthode, deuxième, troisième, il y en a pas mal. Mais là, on a parlé ce matin, donc ça veut dire que du moment que j'ai le modèle simulation, donc ce que je vais faire. Je vais faire des simulations. Du moment que ma commande, en fait, elle est bien rodée, je peux aller sur le process. Eh bien, c'est un algorithme de commande. Il y en a pas mal. Il y en a plusieurs, en fait, plusieurs outils, plusieurs algorithmes pour commander le système, plusieurs philosophies, mais il faut choisir. Mais là, c'est l'étape de test, c'est pour ça. Alors, la consigne elle-même, elle est aussi numérique. Hein. La consigne, elle est aussi numérique. Du moment que vous donnez 25 degrés Celsius, vous voulez votre climatiseur au niveau de la voiture, dans votre zone, vous voulez 22 degrés, mais c'est numérique en fait. L'information, elle est déjà numérique. Alors, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Le régulateur, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait la comparaison, il va faire la comparaison, et puis bien sûr, il va décider, il va agir, il va réfléchir. Mais réfléchir, ça veut dire quoi? Mais réfléchir, en fait, la loi de commande, elle est ce qu'elle est. La loi de commande, elle est déjà faite, en fait, déjà établie. Donc, la loi de commande, c'est U de T est égal. Du moment, donc, c'est U de T est égal à, je ne sais pas, un apport au niveau constant, c'est un autre apport, ainsi de suite. C'est alpha 1 plus bêta 1, il est déjà établi auparavant. On peut parler d'optimisation. Il y en a quelques outils qu'on peut parler d'adaptatifs qui vont s'adapter. Donc ça veut dire que vis-à-vis du créneau que vous voulez lancer votre commande, vous pouvez opter pour une commande adaptative. Ça se fait, c'est possible. Ça veut dire que votre algorithme, il peut s'adapter à différentes situations. Mais là, c'est derrière, il faut que c'est une commande qui est intelligente et c'est pas évident. Alors, on a notre algorithme, il y a la consigne, donc il va agir. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer la loi de commande. Il va générer cette loi de commande. C'est U K de H, parce qu'elle aussi, elle est numérique. C'est à des instants précis, donc aussi, ça dépend bien sûr de fréquence. Il va générer une loi de commande qui est U tout simplement. Et bien, c'est une commande, elle aussi, comme vous pouvez remarquer, elle est ce qu'elle est en fait. Et bien, voilà. Alors, mais notre système, il est si vous voulez, un petit peu analogique. En fait,
le process elle-même, du moment que c'est physique, elle est continue en fait. Le process, en fait, il évolue en fait. Vous avez le process qui est continu, ben, il faut faire la conversion digitale to analogue. Donc une conversion numérique to analogique. Alors, et par la suite, générer vos commandes en fait IDT qui vont tout simplement, c'est des entrées de votre système. C'est bon? Eh bien, c'est la chaîne de régulation qui est industrielle, oui. Quel est l'intérêt de la conversion vers le numérique? Pourquoi on ne travaille pas juste en analogique? Pourquoi on ne travaille pas avec l'analogique? C'est ça. Pourquoi on ne travaille qu'avec l'analogique? Alors, au départ, s'il vous plaît, donc c'est une très bonne question, en fait. Rien ne nous empêche, en fait. Rien ne nous empêche de concevoir un régulateur qui est analogique. Rien ne nous empêche de le faire. On peut le faire, on va s'apercevoir, on va le faire, c'est à travers des circuits RCL, on peut simuler ce qu'on veut. On peut concevoir une régulation, si vous voulez, analogique. Sauf que c'est de plus en plus en fait, de plus en plus il y a des cartes électroniques, de plus en plus au niveau des process vous avez des automates programmables, ça veut dire de plus en plus il y en a des PC, votre société, vous voulez faire la supervision, donc c'est automatiquement vous basculez vers le numérique en fait, le numérique il est scalé en fait, donc du moment que vous avez un PC, pourquoi pas concevoir en analogique alors que du moment que vous basculez vers le numérique, alors vous avez plusieurs possibilités, sauvegarder, traiter, tracer des courbes, et c'est pour ça on bascule en fait, on bascule vers des calculateurs, des automates programmables, des calculateurs, des PC, ce que vous voulez. Bon, c'est de là que viennent en fait la conversion analogique numérique. De toute façon, du moment maintenant on parle du monde numérique, en fait tout est numérique, alors c'est pas besoin de travailler qu'en analogique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions si vous voulez? Alors c'est bon, c'est très intéressant de faire on voulait vraiment, c'est très important de faire parler de chaîne de traitement numérique, en fait, la partie traitement analogique, tout ça, bien sûr, passe par la partie traitement signal. Alors, traitement signal, il n'est pas loin, en fait, il est partout, la conversion numérique, la transmission, on l'a, en fait. Il faut à chaque fois adapter le signal, il faut aussi adapter les signaux, en fait, du moment où, je ne sais pas, mais ça dépend bien sûr des capteurs, mais là, c'est... Oui? La conversion digitale sur analogique, c'est ça? Oui. Digital sur analogue. On revient au process qui était tout simplement analogique. Donc c'est pour ça qu'on revient à la partie analogique. C'est bon? D'autres questions s'il vous plaît? Alors, maintenant c'est les qualités attendues d'une régulation. Alors qu'est-ce qu'on veut? Les qualités qu'on veut pour notre régulateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, premièrement, il faut qu'on ait la stabilité, que le système soit stable. Eh bien, c'est très important. Du moment que vous allez du moment n'importe quel livre, à chaque fois on parle de stabilité et d'autres choses. Il faut que le régulateur, qu'on ait une régulation qui va donner un système grosso modo qui est stable. Et c'est très important. La deuxième des choses, c'est la précision. Il faut que votre régulateur soit précis. Ça, c'est très important. Par la suite, on va définir c'est quoi la précision au niveau automatique, c'est quoi la stabilité, ainsi de suite. Et bien aussi qu'il soit rapide. C'est les trois qualités attendues d'une régulation. C'est la stabilité, la précision et puis bien sûr la rapidité, que ce soit très rapide. Alors, c'est quoi la stabilité? Alors, l'objectif, donc, prenons cette situation où on s'est fixé une consigne. C'est généralement c'est ça au niveau automatique. On a une consigne et on laisse. C'est pas le système, il va essayer. Bon, l'objectif, l'idéal, enfin, si vous voulez, c'est de coller à la consigne, mais c'est pas évident.
C'est de coller comme il faut à la consigne, à la consigne, ça veut dire coller parfaitement à la consigne. Ça veut dire du moment qu'il va évoluer, le process il va évoluer à 100% à merveille, mais c'est pas évident parce que il y a des actionneurs et aussi pour que le système, ça dépend du process. L'exemple qu'on a vu ce matin, la serre, vous voulez coller à la consigne, c'est impossible. C'est impossible parce que il y a le soleil qui tape très fort, la chaleur d'un côté, il peut sauter. On ne peut pas coller parfaitement à la consigne, sinon il faut imaginer des moyens de régulation très sophistiqués. On peut le faire et on y arrive si vous voulez. Si on prend les salles blanches, la société par exemple ST Microelectronics, les sociétés qui font de la microélectronique ou même des process biologiques, surtout les ST ou les sociétés qui font de la microélectronique, là c'est régler le climat à un degré près. Là, il y en a les moyens, ils vont à chaque fois se doter des moyens pour avoir vraiment la température, telle température. Là, c'est très sophistiqué. Mais pour une serre agricole, c'est vrai que ça dépend. Ça dépend bien sûr. Il faut donner les moyens nécessaires. Alors, à votre avis, donc on a deux régulateurs. Le premier, il a donné le résultat. Voilà la première courbe. Et voilà le deuxième régulateur. Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse en fait? C'est la réponse système. Alors, est-ce que, à votre avis, l'objectif de la régulation, est-ce qu'il est atteint ou pas? Pour les deux cas. Oui? Qu'est-ce qu'on a pour le premier cas? Donc, il y a une oscillation autour de la consigne. Grosso modo, c'est vrai que on dépasse un petit peu la consigne, on essaye de revenir. Il y a un comportement global de la régulation parce que c'est autour d'une consigne. On a un phénomène qui est oscillatoire, c'est vrai, moi je ne parle pas de phénomène oscillatoire en lui-même, mais je parle du profil de la régulation de manière générale. Alors c'est comme on essaye de régler autour d'un point de fonction, autour d'un certain consigne. Alors pour le deuxième régulateur ou le deuxième correcteur, est-ce que oui? On dépasse, on diverge. Voilà, le correcteur, en fait, il diverge. En fait, on a une sortie qui va diverger, alors que l'objectif, donc, on n'a même pas profil de quoi que ce soit, d'une régulation, quoi que ce soit, parce que on commence à zéro et il y a le phénomène, il y a une divergence bien sûr, on diverge vers. Donc, voilà. Donc, là, il faut vraiment faire attention. Alors, maintenant. Pourquoi un système régulé deviendrait-il instable? Ouais. Pardon? Les effets extérieurs. Les composants de système. Mais non, mais il y a le process en lui-même. On ne parle pas du process en lui-même. C'est vrai, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu difficiles, mais on ne parle pas. On parle correction du correcteur. Pourquoi le correcteur, il a donné un système qui devient d'un coup instable? N'oubliez pas que c'est une qualité attendue d'une régulation qu'on va avoir une certaine stabilité. Alors, un système est considéré, ceci va nous amener que définir c'est quoi la stabilité. Alors, un système est considéré comme stable si pour une variation d'amplitude finie de la consigne ou d'une perturbation, la mesure de la grandeur à maîtriser se stabilise à une valeur finie. Donc, il faut du moment qu'il y a une variation, d'amplitude au niveau des entrées finie de la consigne, si la consigne change ou une perturbation, la mesure de la grandeur à mesurer se stabilise à une valeur finie. Du moment que j'ai une variation, il faut que la réponse du système se stabilise quelque part. Donc ça veut dire autrement dit, on passe par une période de transition, mais à la fin, il y a un régime permanent qui s'établit. Donc il va se stabiliser quelque part. Et bien c'est pour ça qu'on parle, même pour les process qui sont un petit peu très difficiles ou même complexes, en fait, si vous voulez. Mais en fait, l'objectif final d'un automaticien, c'est essayer de concevoir
je ne sais pas, par n'importe quelle méthode, d'avoir un correcteur qui va faire en sorte qu'on va avoir un système qui soit stable. Ok? Donc c'est ça, bien sûr, au niveau automatique, au niveau automaticien. Ce qu'on entend par la stabilité, c'est que la réponse d'un système doit se stabiliser quelque part. Après, pour une variation de la consigne, il doit se stabiliser quelque part. C'est bon? Ok. Alors, la stabilité. Maintenant, on va prendre deux autres correcteurs, le premier et le deuxième. Alors, autour d'une consigne qui est de 20. Alors, on a mesuré le système. Alors, à votre avis, lequel? Le premier ou le deuxième? Le premier ou le deuxième? Ouais, le premier ou le deuxième? Alors, voilà, la réponse, elle est là. Plus le régime transitoire d'un système soumis à une variation est amorti, plus il est stable. Donc, plus on a le phénomène d'amortissement, plus, bien sûr, on parle du système de stabilité. Alors, c'est le premier ou le deuxième? Premier ou deuxième? On a le phénomène d'amortissement. Donc, regardez, plus le régime transitoire d'un système, le régime transitoire, il est où le régime transitoire? Alors, voilà, de 0 à 3, on a le régime transitoire. Plus il est amorti, plus le régime transitoire d'un système soumis à une variation est amorti, plus il est stable. Donc, ça veut dire que donc le premier, on a tout simplement, on a le phénomène d'amortissement, alors que le deuxième, c'est un petit peu, c'est amorti, c'est pas amorti, c'est sous-amorti ou désamorti. Alors c'est bon. Alors les deux pour 3 et 4. Cette fois-ci, donc alors on a cette fois-ci, donc alors en comparant les deux, bon c'est pas grave. Alors maintenant la précision. Qu'est-ce qu'on entend par la précision? Alors, la précision d'un système se mesure donc à l'écart entre la consigne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La précision d'un système se mesure donc à l'écart entre la consigne demandée et la mesure en régime permanent. C'est la précision statique. Alors, la précision, ce qu'on entend par précision, c'est l'écart, si vous voulez, l'écart entre la consigne et la valeur mesurée, mais en régime permanent, pas en régime transitoire. Ok? Donc, première des choses, c'est la stabilité, c'est que s'il y a transition, il doit se stabiliser quelque part. Maintenant, on est vers ça. S'il se stabilise, c'est bon. Mais est-ce qu'il est précis? Alors maintenant, la précision, c'est une autre qualité. Du moment que cet écart, il est très minime, on va très très petit, en fait. Voilà, notre correcteur, il est assez près, il est plus précis. Et en fait, on entend, c'est la précision statique qui nous intéresse. Ok? Donc, ça veut dire qu'en régime permanent. C'est bon? Alors, maintenant, lequel des deux? Le premier ou le deuxième? Alors, le premier, regardez, le premier, c'est vrai que il y a un correcteur, l'écart, en fait, si vous voulez, est de 10%. Pour le deuxième correcteur, l'écart est de 30%. Donc, le premier, voilà, donc le correcteur, c'est de 10%, alors que le deuxième, c'est 30%. Alors, oui, la précision statique est une qualité importante à respecter pour bien des systèmes régulés. Un écart trop élevé peut s'avérer néfaste au produit. Alors, premièrement, lequel des deux qui est précis? C'est le premier. Et un écart trop élevé peut s'avérer néfaste au produit. Ça veut dire quoi? Un écart qui est élevé, en fait. Tant que ce n'est pas le résultat voulu, donc ça va nuire. Oui, ça va nuire au système. Mais il faut faire attention, si on est sur un process qui est biologique. Alors, un écart qui est trop élevé, ça va nuire au process. Si on est en écart de 30%, alors que il fallait une température, je ne sais pas, la même, si on avait cette échelle de température, alors,
garder une température à 7, c'est pas que 10 en fait, ou même 20. Donc ça veut dire qu'un process il va pas évoluer, peut-être à 5%, peut-être on va geler le process. Donc il faut faire attention parce que un écart qui est trop élevé, ça dépend des process et on peut nuire tout simplement. Il y a la matière qu'on peut tout simplement la détériorer à cause bien sûr si on est au-dessus de la consigne, c'est beaucoup plus si on est au-dessus bien sûr de la consigne, ça va vraiment c'est normal qu'on peut tout simplement risquer de altérer ou la détériorer carrément le produit final. C'est bon? Est-ce qu'il y a une question? Oui. Pourquoi la mensagerie avec la stabilité? Au niveau stabilité, c'est ça. Alors, à vrai dire, parce que si vous voulez, donc en fait, on revient aux courbes, si vous voulez. Alors, tant que du moment que parce qu'on s'est intéressé à cette partie-là au niveau régime transitoire. Donc, plus il est, en fait, si vous voulez, plus il est amorti. Donc, ça veut dire qu'on va s'approcher, mais je ne sais pas si vous voulez. Donc, il y a un dépassement pour revenir à ce régime permanent. Ça veut dire que du moment qu'on l'a dépassé carrément de beaucoup, peut-être il y a l'amortissement, mais c'est pas comme ici, hein, si vous voulez. Donc là, c'est vrai qu'à un moment donné, on va arriver à la consigne, mais il faut faire aussi attention du moment que c'est amorti au régime bien sûr transitoire, ça veut dire qu'on va arriver à la consigne très vite. C'est vrai qu'on va la dépasser, mais on est arrivé quand même à la consigne avec une vitesse. Et bien par la suite, il faut faire en sorte de converger vers le régime permanent. Mais là, ça n'a rien à voir. Alors il faut faire attention parce que regardez à cette partie-là, on a mis beaucoup de temps. Et ben c'est la rapidité en fait, si vous voulez. Donc ça veut dire que on peut pas on allie un petit peu, même on a une idée aussi sur la rapidité. Il faut que ça soit aussi rapide. Il n'y a pas qu'un seul élément. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Alors maintenant, la définition au niveau précision. Alors, la précision dynamique, et c'est aussi la précision, ils sont liés en fait. Alors, la précision dynamique s'évalue généralement par le dépassement maximal T qui peut prendre la mesure par rapport à la consigne. Donc, le dépassement donc, de la mesure par rapport à la consigne, donc on a ce terme, c'est au niveau, c'est précision en fait. Alors, un écart relatif, le premier correcteur c'est un écart relatif si vous voulez de 0%, le deuxième c'est 30%, le dépassement, le premier c'est 0, donc le correcteur 1 il y a 0 dépassement, alors le deuxième c'est 3,5 unités, mais voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut dire ici s'il vous plaît? Ouais? Alors, est-ce qu'on va préférer le premier ou le deuxième? Alors, le premier qui est quoi? Il est beaucoup plus précis parce qu'on a un écart de 0%. Alors, le deuxième est 30%. Et mais lequel qui est très intéressant? Le premier ou le deuxième? Pourquoi le deuxième? Parce qu'il ne faut pas oublier la stabilité. Eh bien, c'est ça, il faut faire des compromis. Il faut faire les deux, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut que ce soit aussi stable. Bon, pourquoi pour que ce soit un petit peu stable, il faut que ce soit amorti. Et bien, il ne faut pas oublier la stabilité. Donc, c'est pour ça, à la fin, il faut faire des compromis entre rapidité, précision, stabilité. Alors, maintenant, la rapidité. Alors, la rapidité d'un système, il s'évalue par le temps que met la mesure à entrer dans les zones de plus ou moins 5%. Donc, combien de temps? Le temps, c'est le temps mis pour arriver, bien sûr, à cette zone
de plus ou moins 5% de sa variation finale. Alors, c'est le temps de réponse, en fait. C'est le temps mis pour arriver, pour que, bien sûr, cette sortie qui est amortie arrive à cette zone de plus ou moins 5%. Alors, si on rassemble un petit peu les trois, ils sont tellement liés. Pour que ça soit stable, il faut que ça soit amorti. Pour avoir cet amortissement, il faut un dépassement. Du moment que j'ai ce dépassement, c'est certain que je vais aller vers la rapidité. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la précision, bien sûr. Ils sont tout simplement, il faut faire des compromis entre ces trois apports. Et c'est sous le temps, c'est ce qu'on a au niveau automatique. Il faut chercher. Il faut contrôler le système, trouver cet algorithme de commande qui va gérer le système, et aussi il faut que ce soit cet algorithme arrive à stabiliser le système, que ce soit précis, que ce soit très rapide, parce qu'il doit réagir très vite, parce que sinon c'est pas intéressant, parce qu'on change de consigne. C'est vrai que ici on a pris une consigne comme ça, mais on peut d'un coup changer la consigne. Il faut que ça soit aussi réactif, bien sûr au niveau. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Alors, évaluation pour la rapidité pour deux correcteurs. Est-ce que le premier ou le deuxième il est rapide? Lequel des deux? Est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Alors, lequel qui est beaucoup plus rapide? C'est le premier. Et bien sûr, le deuxième, il met beaucoup plus de temps. Donc, regardez s'il vous plaît, le premier. Donc, il est là. Donc, en fait, on a un temps de 4T, alors que le deuxième, il est beaucoup plus long. Alors, voilà, c'est au niveau rapidité. Hein, on parle de rapidité. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, c'est qu'il faut faire des compromis entre ces trois apports. Alors, le cahier de charge d'une régulation comporte plusieurs objectifs qui sont parfois contradictoires, s'il vous plaît, parfois contradictoires, comme la précision et la rapidité. Alors, que ce soit plus rapide et que ce soit précis. Alors, là, il y a un dilemme, en fait. Il est souvent difficile d'obtenir une très bonne précision dynamique avec une très grande rapidité. Alors, un réglage optimal d'une régulation sera toujours le fruit d'une recherche du meilleur compromis entre précision, bien sûr, et rapidité. Ok? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Alors, méthodologie. Alors, en automatique, la méthodologie utilisée peut se diviser en plusieurs étapes qui sont bien sûr les suivantes. Alors, premièrement, il y a un cahier de charge. L'automaticien doit prendre connaissance des problèmes et des diverses spécifications. Il doit à cette occasion clairement définir le système. Donc, il doit vraiment définir le système. Ce matin, c'est ce qu'on a fait. On a pris le process, on a essayé d'imaginer un petit peu les grandeurs qui l'entourent, ainsi de suite. On a essayé de les éparpiller entre entrées, sorties, ainsi de suite. Il faut vraiment étudier le système, avoir toutes ces spécificités. Il doit à cette occasion clairement définir le système, les entrées-sorties, les performances, qu'est-ce qu'on veut au niveau de la régulation, attendu par ce dernier, qu'est-ce qu'on veut au niveau des process, ainsi de suite. Alors, ça c'est le cahier de charge en fait. On peut avoir aussi des considérations. Est-ce qu'on veut faire ça? On a des performances au niveau fréquence, on a des performances au niveau temps, ainsi de suite. Donc le cahier de charge doit être vraiment bien ficelé. Alors, comment on peut résoudre le système? Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut modéliser le système. Il faut arriver à modéliser le système, avoir un très bon modèle. Deuxième des choses, l'analyse. Alors, du moment qu'on a le modèle comme il faut, alors qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Une analyse, ça veut dire quoi? Il convient dans cette phase d'utiliser des techniques d'automatique pour juger des performances des systèmes. Stabilité, temps de réponse, oscillation, précision à partir du modèle. Alors, au niveau de l'analyse, qu'est-ce qu'on entend par analyse, si vous voulez? Alors, l'analyse, du moment qu'on a un très bon modèle. Alors, l'analyse, oui. Tester la performance de
Alors ça veut dire quoi tester? Mais comment on va le faire? Oui. Alors, il faut tout simplement l'analyse, ça veut dire que juger sur la stabilité de temps de réponse, précision. Alors, du moment qu'on a le modèle, généralement, du moment qu'on a le modèle, on va c'est très clair. Du moment qu'on a le modèle, vu le modèle, on va statuer est-ce que c'est un modèle premier ordre, deuxième ordre, troisième. Alors que, en tant qu'automaticien, on a déjà un bagage, comment le système premier ordre se comporte, comment le système deuxième ordre se comporte. Ça veut dire qu'on peut déjà analyser le système comme il faut. Ça veut dire comparer ce système premier ordre. Alors, on connaît très bien comment les systèmes premier ordre, comment se comportent. Alors, on peut tout simplement, par exemple, si on lui injecte une entrée, comment il réagit au système premier ordre, on connaît très bien. Alors, on peut analyser le système. Est-ce qu'il réagit comme il faut? Donc, ça veut dire que déjà, on peut appréhender tout simplement ce qu'on veut, ce qu'on peut lui faire comme algorithme de comment, et c'est très important au niveau analyse. Alors, c'est pour ça, au niveau de l'évolution du cours, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Peut-être, je crois quand même, maintenant on va le faire. C'est qu'on va étudier ces systèmes. Parce que la plupart des systèmes qu'on va rencontrer au niveau d'industrie, c'est des systèmes premier ou deuxième ordre. Alors, l'idée du moment que tous sont des premiers ou deuxième, ou même voire troisième, mais en fait, c'est pour ça c'est plus fondamental de travailler. On va étudier les systèmes premier ordre. On va prendre des systèmes premier ordre, les étudier comme il faut. Comme ça, on a tout le temps derrière la tête, on connaît comment ces systèmes réagissent, comment ils donnent les réponses, ainsi de suite. Et bien, la dernière partie vient la synthèse. La dernière phase consiste à concevoir une loi de commande, c'est-à-dire une boucle intelligente qui confère au système ainsi bouclé les performances souhaitées, si cela est possible. Alors, en dernier lieu, on peut, du moment qu'on connaît très bien le système, on sait très bien premier ou deuxième, on a testé, on lui a injecté des entrées typiques, on a vu comment il réagit, on a une idée sur un petit peu sur ce qui est stable ou pas, rapide ou pas, long ou ainsi de suite, et on va vers des profils en fait, vers des profils de commandes en fait qu'on connaîtra bien sûr. On va détailler par la suite ou quelques-unes, comme ça on peut aller comme ça. C'est ce qu'il faut faire au niveau pour la commande. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? C'est pour les techniques d'automatisme. Est-ce qu'elles sont juste des programmes Les techniques d'automatisme. pour stabiliser les correcteurs? Ça veut dire votre question, s'il vous plaît? Les techniques? Pour stabiliser par exemple un correcteur, est-ce que c'est juste des programmes? Ah, il n'y a pas que des programmes ou des logiciels en fait. C'est tout, si vous voulez, donc c'est des algorithmes, en fait, on va les programmer, on peut les programmer par la suite, mais si vous voulez, c'est des théories en fait, qu'il faut étudier comme il faut, voilà comment on peut travailler sur l'asservissement, pour la stabilité, voilà les critères, il y en a des critères pour ça, et on a aussi des théorèmes pour ça qu'on va essayer de détailler tout au long, bien sûr, en fait. Mais si vous voulez, donc en fait, on va essayer de les étudier au fur et à mesure, mais par la suite, on va les avoir par des logiciels en fait. Maintenant, de plus en plus, si vous voulez des technologies telles que Siemens, ainsi de suite, ils proposent des blocs, des modules de régulateurs. Mais par exemple, des modules de régulateurs PID, un module régulateur PID, mais c'est quoi un P? C'est quoi le I? C'est quoi le D? Comment on a eu ces PID, ainsi de suite, d'autres algorithmes tels que adaptatifs. C'est vrai que derrière, il y a la théorie derrière, qu'il faut, c'est normal que c'est un autre niveau, c'est un niveau d'ingénieur en fait. Donc il faut que la personne, déjà il connaisse c'est quoi un PID, comment on a eu, pour pouvoir vraiment aller vers l'avant, pouvoir concevoir, est-ce que c'est un PI tout simplement, un PID, ainsi de suite, c'est de l'ingéniosité tout simplement. Oui. C'est par exemple, après l'analyse de ce modèle est installé. On revient
il faut tester un autre algorithme de commande, oui. C'est pour ça la phase au niveau modélisation, c'est très important d'avoir un modèle pour pouvoir vraiment tester plusieurs outils, plusieurs types de commandes, plusieurs types de commandes en fait. Pour tester et avoir une idée, et aller vers le process si jamais que c'est bon. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît? Alors, modélisation ou représentation de système. Alors, la commande automatique d'un système nécessite une bonne connaissance de son comportement en appliquant des lois de physique en fait. On va essayer d'appliquer des lois de physique tout simplement, s'il vous plaît, pour avoir tout simplement ces modèles en fait. Exemple typique bien sûr. On obtient un ensemble d'équations qui décrivent le modèle en fait. On obtient, du moment qu'on va appliquer ces lois physiques, on va obtenir un ensemble d'équations qui décrivent le comportement des différents éléments du système. Ces équations constituent un modèle mathématique dont on a parlé. Le modèle mathématique en général, c'est une équation différentielle. L'équation différentielle, elle va lier l'entrée, bien sûr, à la sortie. Alors, et grâce, bien sûr, aux outils numériques que vous avez connus en fait, on peut tout simplement résoudre des problèmes d'équations différentielles, mais d'une façon tout simplement de façon numérique, mais on peut les faire tout simplement. C'est facile en fait. Est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît? Alors, représentation par modèle continu, c'est le premier système. C'est un système qui est RLC. C'est un circuit électrique qui est tout simplement une résistance et une bobine avec bien sûr un condensateur en série. Ça, on peut faire bien sûr l'équation différentielle. Ça, on va le faire la prochaine fois au niveau TD. Alors, on a aussi un deuxième système. C'est un système de mécanique qui est très classique. C'est l'exemple typique bien sûr d'une voiture. On peut imaginer que c'est donc au niveau bien sûr la voiture avec une masse de la voiture avec un ressort au niveau et bien sûr un piston. C'est le système typique de l'amortisseur bien sûr l'amortisseur de la voiture. Alors c'est un système qui est mécanique. Ça on peut le modéliser et on va le faire au niveau TD sans problème. Alors tout système linéaire en fait il s'obtient. Donc on obtient une équation bien sûr, une équation qui est tout simplement une équation différentielle qui lie tout simplement un degré n la sortie y de t à la commande u de t donc par le biais de cette équation différentielle. Alors l'équation différentielle elle décrit tout simplement le régime dynamique. C'est bon? Alors pour étudier le fonctionnement d'un système, il faut représenter sous forme d'un schéma fonctionnel. Selon la figure, donc on a un signal d'entrée, une fonction mathématique représentant bien sûr le système, et on a un signal tout simplement au niveau sortie. Alors, c'est le schéma fonctionnel. Alors, par la suite, on va étudier un petit peu ces schémas fonctionnels, mais plutôt cette algèbre de schémas fonctionnels. Parce qu'elle va obéir à certaines règles. Et généralement, en automatique, on travaille qu'avec, bien sûr, des schémas où on a plusieurs modules. On l'a fait ce matin, du moment où on a le correcteur et on a tout simplement le process. Le process lui-même, on va le représenter par une certaine fonction. On va l'appeler fonction transfert, mais en fait, on va le représenter. Ça veut dire que par la suite, on peut tout simplement étudier le système qu'à travers son schéma fonctionnel ou le schéma global de la régulation. C'est bon? Alors, le système, donc il faut donc son schéma fonctionnel. Alors, la fonction transfert elle-même, bien sûr, regardez, c'est une fonction mathématique qui représente le système. Où on a le système, on a une entrée, vous rappelez-vous que c'est le système, la représentation au niveau process, mais on va le représenter, tout ce système, en fait, le process par une fonction mathématique qui englobe le modèle, l'équation différentielle dont on a parlé. Donc, en fait, c'est ça la fonction mathématique. Alors, le signal d'entrée et le signal de sortie sont des fonctions du temps. Ce sont des fonctions temporelles. Ils représentent le signal de commande de l'actionneur et le signal capteur, en fait. Alors, c'est le signal de commande, en fait. On lui a donné tout ça, on lui a injecté une entrée, c'est une commande. Et bien sûr, il y a un actionnaire et le signal tout simplement qui va vers le capteur, en fait. On veut mesurer parce qu'on a une action, on a injecté une action. Et au niveau de la sortie, on veut l'observer. Donc, c'est des commandes, en fait. Il y a aussi des observations.
Alors, l'objectif en fait à atteindre le suivant. Alors, la fonction de signal E de t est connue et on recherche à déterminer la fonction de signal S de t qui dépend du système et aussi E de t. Alors, on a le système, on a une description de système, on a le cahier de charge, ainsi de suite. On a les entrées et on obtient tout simplement une équation différentielle. Via les outils mathématiques, on obtient une équation différentielle. C'est notre modèle. Alors, il faut passer par la résolution de l'équation différentielle, résoudre cette équation différentielle, et on obtient tout simplement, du moment qu'on va... La représentation, c'est S de t. La réponse, la fonction temporelle de la sortie. Bon, c'est ça ce qu'il faut faire. Résoudre les équations différentielles, trouver le modèle, trouver l'équation différentielle, résoudre cette équation différentielle, et trouver la fonction temporelle de la sortie. Voilà ce qui est globalement bien sûr ce qu'il faut faire tout simplement. Chose qui n'est pas c'est pas évident, ça vous le savez en fait, la manipulation des équations différentielles c'est pas évident parce que il faut passer par des solutions particulières, l'équation sans second membre, donc voilà, donc là c'est pas évident. Mais on peut le faire aussi d'une manière numérique. Alors, chaque procédé industriel comporte plusieurs systèmes élémentaires, actionnaires, procédés, capteurs. Donc en interne, on a chaque procédé, il y a plusieurs actionnaires, procédés, capteurs. Ceux-ci peuvent être décrits. Donc en fait, chacun par une équation différentielle. Donc chaque sous-système, en fait, si vous voulez, le système en lui-même, c'est un système qu'on veut étudier sa fonction de transfert. Mais on peut en interne, on peut le subdiviser en fait en plusieurs sous-systèmes. Alors, qui dit sous-système, ça veut dire sous-équation différentielle. On a une équation différentielle globale et on peut aussi des sous-équations différentielles. Et d'un coup, le système devient assez complexe parce que déjà on a mal avec une seule équation différentielle. Quand on a plusieurs équations différentielles, là surtout c'est un process et est composé de plusieurs étages. On a plusieurs étages au niveau process, donc une équation différentielle, une autre deuxième juste à côté, une troisième, ainsi de suite, et c'est pas évident. Alors on ne peut pas multiplier des équations différentielles entre elles. Et la nouvelle équation trouvée pour le système sera compliquée à utiliser. Alors, un nouvel opérateur mathématique est nécessaire pour obtenir rapidement une fonction décrivant le système global. Cet opérateur mathématique est appelé opérateur Laplace. Alors, Laplace, il vient tout simplement combler ce déficit, si vous voulez. Alors, la méthode de recherche de la fonction de signal S de t en fonction de E de t est alors la suivante. Maintenant, la méthode, il est un petit peu modifiée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a notre système. On a l'équation différentielle. Alors, on passe par cet espace. C'est un espace qui est symbolique, si vous voulez. L'espace de Laplace, c'est un espace qui est symbolique. Ça veut dire où on a tout simplement, on va se déplacer dans cet espace pour résoudre ce problème, qui est cette multiplication des équations différentielles qu'on a eu du mal, bien sûr, à travailler. Alors, on va déplacer la difficulté, déplacer le problème à un espace qui est symbolique, qui est celui de la place. Alors, en utilisant l'opérateur Laplace, et on trouve une équation S de P. Ça veut dire qu'il faut trouver une solution du système dans cet espace. C'est S de P. OK? Par la suite, il faut passer par une transformation inverse au niveau de la place. Comme ça, on obtient S de T. Donc, comme ça, on s'est déplacé vers cet espace pour résoudre ce problème qui est précis, qui est tout simplement ce déficit, parce qu'on avait plusieurs équations différentielles et plusieurs sous-systèmes qui sont en parallèle. Et bien c'est une difficulté, alors que voilà, en cet espace de la place, on peut résoudre facilement, et on revient par la suite par une transformation inverse de la place pour aboutir à S de t, qui est la solution de votre système ou l'intégration de le système. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, à vrai dire, voilà, donc la transformée de la place d'une fonction. Alors, on définit une fonction particulière E de t qui est décrite ci-dessous en fonction existence, en fonction échelon.
Alors, regardez, c'est i de t égale à 0, si t inférieur à 0, i de t égale à 1, voilà. Alors, on associe la fonction f de t à une autre fonction f de p de la valeur complexe p avec la transformée de la place. Alors, transformée de la place f de t, c'est f de p égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t, donc exponentielle moins p fois t de t. Alors, bon, c'est ça la définition, hein, la définition de, voilà, de la transformée, bien sûr, de la place. Alors, l'existence de f de p nécessite bien sûr que cette intégrale, bien sûr, converge. Alors, c'est vrai, à vrai dire, en fait, on peut pas se permettre de développer tout un cours au niveau de la place, malheureusement. Je ne sais pas, est-ce qu'en calculateur scientifique, en module calcul scientifique, vous l'avez fait? Non? Non? Alors, faire les EDP, faire les équations différentielles, c'est tout. Alors, malheureusement, c'est vrai qu'il fallait peut-être un module au niveau calcul mathématique pour la physique. C'est très important cet espace de la place. Mais je vous invite, en fait, à chercher vraiment un cours qui, à vrai dire, on peut pas se permettre parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Détailler vraiment l'aspect mathématique. On va détailler que quelques parties qui nous intéressent, mais par la suite, il faut vraiment chercher pour tout simplement pour développer cette partie-là. Ok? Alors, en fait, l'existence de cette f de p, il faut que l'intégrale tout simplement qui converge en fait. Bon, on va étudier quelques exemples, mais c'est bon, on va faire.